L'univers singulier de Benoît Roger, plan 1, prise 1. C'est parti, là. Ah, la limeuse de potine! Garoche-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part, dans une banane ou dans un morceau de viande. Ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît Roger. On va faire la pause parce que là, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'univers singulier de Benoît Roger. Des pois chiches dans une canne, ça! Bonjour les poussinots! Bonjour les poussinettes! Je me sens comme à l'Acazou. Vous savez, ce beau personnage, ce beau zèbre dans Passe-Partout, parce que c'est pas dans mes habitudes de faire face à une caméra. C'est pas ma tasse de thé, mais on essaie quelque chose. Alors, bienvenue dans cette version hybride, s'il vous plaît, de l'univers singulier de Benoît Roger. On va se jaser ça au début. Il y aura des extraits qu'on va ajouter avec mon tapageur. Parce que j'ai beaucoup de références à mes émissions de jeunesse. Alors, évidemment, Passe-Partout et Tapageur, vous vous rappelez, c'était dans quoi? Tapageur, c'était dans Bobino. Alors, mon tapageur à moi, c'est Pag. Allô, Pag? Pag, qui est derrière la caméra. Pag est un homme à tout faire ici, à BPM Sport, la commission athlétique. Ici, il faut avoir plusieurs cordes à notre arc. Pag est d'abord et avant tout un réalisateur, a fait des vidéoclips jadis, a fait toutes sortes de belles choses. C'est un gars de caméra. Lui, c'est le visuel, alors que moi, c'est le son. On va tenter de jumeler nos forces. Et Pag fait aussi de l'animation. Vous l'avez sans doute vu, pour ceux qui cherchent à voir son visage. Vous pouvez maintenant le voir dans la commission athlétique. Il est à la co-animation de l'Épingle avec Greg Langto. Et nomme-moi ce cher type. Comment s'appelle ce chic type qui est avec vous autres dans l'Épingle? Jean-Maxime Sans Souci. Un chic type à la moustache très agréable. Et il est aussi avec nos amis Mathias et Snake pour Processus. Maintenant, avant d'aller plus loin, on tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrot pour tous les meubles que nous retrouvons en studio. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrot qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une ou des glaces à Saint-Roch de la Chigan. Alors, merci à ces gens précieux. Bon, cela étant dit, épisode 3 maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. D'abord, faire un retour sur les 2 premiers épisodes. Je dois vous dire que je suis agréablement surpris. J'ai demandé qu'on me donne les chiffres d'écoute des 2 premiers épisodes à l'ami Hugo Reich, qui comptabilise tout ça ici. Et puis, à travers toutes les plateformes, donc le site de BPM Sport, division Commission athlétique, dans la section Commission athlétique et les autres plateformes, dont Spotify et toutes les plateformes de balado, de podcast, on a 5000 écoutes, grosso modo, des 2 premiers épisodes. Moi, je suis content avec ça. Alors, merci à tous et toutes qui ont pris la peine de faire l'écoute de l'univers singulier de Benoît Roger. Je suis conscient que c'est une bébite qui va ailleurs, surtout les 2 premiers épisodes où il y avait beaucoup de son. Comme je vous le disais, là, c'est un épisode hybride. On essaie, avec la caméra, pour aller chercher du monde sur YouTube. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. J'ai déjà le prochain épisode dans 2 semaines où j'aurai un invité qui va vous surprendre. Mais là, on essaie ça. Il y aura du son encore un peu à 4 occasions dans cet épisode, mais un peu moins pour qu'on puisse se retrouver sur YouTube, cette plateforme tellement importante pour accumuler un peu plus de visionnement. L'épisode d'aujourd'hui, je le consacre aux inspirations qui nous ont forgés dans la vie, qui ont fait l'homme ou la femme que nous sommes devenus. Un peu plus tard, Amelia McGuire, une jeune femme de 21 ans qui est vraiment passionnante de par son parcours, de par ses connaissances également, viendra nous parler de ses inspirations à elle. Le chef Roger va nous brosser le portrait d'une recette
évidemment, je pense que si vous êtes auditeur, auditrice de BPM Sport, jadis le 919 Sport depuis longtemps, vous savez que je suis un gourmand. Alors, il y a toujours une petite recette qui est en lien avec la thématique. Alors, Chef Roger va venir faire son tour en fin de parcours. Les inspirations qui ont fait de moi l'homme que je suis, qui m'ont aidé à passer à travers le temps, qui m'ont fait aimer le sport, ça commence avec mon père. Et ce qui est particulier, c'est que mon père et moi, on n'a pas eu une relation nécessairement où on était très proches. Mon père était un camionneur, maintenant à la retraite. Et je vous dirais que lui, son fils, le plus vieux, parce que j'ai un frère plus jeune, son plus vieux, là, l'artiste de la famille, comprenait pas trop ce que j'essayais de faire dans la vie. Il m'a laissé aller. Il m'a jamais mis les bâtons dans les roues, mais il ne savait pas trop où je m'en allais. Et d'avoir des communications, vous savez, on parle ici là, des années 70-80, c'était pas les mêmes relations humaines entre père-fils, mère-fille, peu importe, que nous avons maintenant. Alors, on ne s'est pas trop compris, on a essayé de se comprendre, mais c'était pas facile la relation. Depuis quelques années, on est ailleurs, on s'est rapprochés, je suis chanceux, j'ai encore mes 2 parents, mais ça n'a pas été de la tarte. Quoi qu'il en soit, mon père, même si c'était pas un monsieur qui parlait, un gars qui travaillait toujours sur la route, ses camions, mon père m'a quand même inspiré. Ça a été ma première source d'inspiration parce que Norm, on l'appelle Norm pour Normand, a toujours, toute sa vie durant, et encore aujourd'hui, fait de l'exercice. Mon père avait son petit kit d'exercice à la maison et faisait son entraînement quasi quotidien. Bon, passait quelques journées parce que des fois, il travaillait des 15, des 16 heures par jour pour qu'on ait un toit au-dessus de la tête, qu'on ait de la nourriture dans l'assiette. Mais presque à chaque jour, Norm faisait son entraînement. Toujours réussi à trouver dans la maison un petit coin pour placer son setup puis faire ses entraînements. C'était important pour lui. C'était son exutoire. Il avait besoin de s'entraîner. Puis Norm a couru des marathons. Ça a été un marathonien. Fin 70, début 80, là, le jogging est devenu très, 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 très tendance. Hein? Le jogging. Bon, les gens courent aujourd'hui beaucoup, là, c'est rendu ailleurs, c'est rendu un peu débile d'ailleurs. Mais le jogging, un marathon, un bon vieux marathon, 42 km, mon père en a couru 5. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ça, quelqu'un qui courait un marathon. Mon père s'entraînait, donc tout de suite très jeune, j'ai été inspiré par un père qui s'entraînait et qui courait. Alors, quand tu es jeune, veux pas, les exemples que tu as, c'est ce qui est très près de toi, en l'occurrence, nos parents. Alors, ça m'a amené à vouloir bouger très jeune. Après ça, est arrivé l'événement Cinéparc à Bromont, en 76. Je ne suis pas vieux, là. En 76, j'ai 5 ans. Et là, c'est Rocky, le premier au Cinéparc. Le premier Rocky. Et écoute, là, à 5 ans, là, t'as pas connaissance de grand-chose, mais moi, ça m'a marqué, ça m'a rentré dedans. D'abord parce que j'ai vécu l'expérience du Cinéparc, cet écran majestueux. T'écoutes un film dans un char avec tes parents, et c'est Rocky, cette espèce de belle histoire du boxeur que tout le monde connaît. Évidemment, Rocky, ce film-là, a gagné un Oscar. Sylvester Stallone, respect infini, même si aujourd'hui, comme dirait mon chum Gilbert, il a de la misère à se fermer les yeux quand il se couche, tellement il est remonté. Il reste que c'est tout un bonhomme. Il a dû se battre pour faire passer ses idées. Il a toujours cru en lui, puis il a eu une carrière extraordinaire. Alors, t'as le papa qui s'entraîne, qui fait des marathons, Rocky sur le grand écran. Veux pas, on est fin 70, tu joues dehors. Jouer dehors. Est-ce que ça se fait encore de nos jours? Sérieusement, là, dans les quartiers résidentiels en périphérie de Montréal. À Montréal, des fois, je me promène dans les ruelles, je vois des jouets, puis je vois des cossins avec lesquels peuvent jouer des enfants, mais est-ce que
Les enfants jouent dehors comme on jouait dehors. Tu sais, nous autres, il fallait que ma mère crie. Tu sais, puis on était 3-4 maisons plus loin, puis on entendait ma mère crier pour qu'on rentre. Puis on ne voulait pas rentrer souper. Là. Moi, à cette époque-là, c'est pas mal la seule période de ma vie où manger m'en contre-torchait. Je préférais être dehors à jouer avec mes chums que de manger. Bon, vous allez me dire, les temps ont bien changé. Et vous avez raison. Mais j'aime encore ça, jouer. J'aime encore ça. Mais on jouait à tag. On jouait à cachette. On jouait au Schtroumpf. On jouait à Guerre des étoiles. On jouait à Goldorak. Moi, là, je tripais quand j'étais Actarus. Je voulais être Actarus. Mais tu sais, on se distribuait les rôles à la courte paille. Alors, tu avais le premier choix, tu sautais sur Actarus. Quand on jouait à Guerre des étoiles, c'était plate être pogné pour faire Chewbacca. Je dois vous avouer que quand je faisais Chewbacca, j'avais pas de fun, tu sais. À passer mon temps à suivre Han Solo en faisant... Tripais pas, tu sais, il n'y a pas de dialogue. Mais je suivais le gars qui faisait Han Solo, tu sais. Puis au Schtroumpf, moi, ce que j'aimais quand on jouait au Schtroumpf, c'est faire le crack ou casse. Vous rappelez-vous du crack ou casse? Le crack ou casse, c'était l'oiseau méchant qui essayait de manger les Schtroumpfs. Mais on jouait à n'importe quoi. Un rien nous amusait. Et dans ce temps-là, là, tu finissais de manger, puis tu cherchais où était la trolley de vélo, puis tu savais que les chums t'étaient rendus là, puis on se retrouvait, puis on trouvait toujours quelque chose à faire. On jouait dehors. Je vous partage une anecdote. C'est pas, si vous êtes en train de manger, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je me souviendrai toujours de ce moment où on avait tellement hâte de jouer dehors. Tu sais, tu reviens de l'école, là, on est en fin avril, début mai. Là, l'hiver est fini. On peut jouer dehors en masse. Puis là, tu as des devoirs à faire. Mais là, tu es pogné parce que ta mère te dit « Tu n'iras pas dehors tant que tu n'auras pas fini tes devoirs. » Là, tu as des devoirs à faire. Il faut que tu soupes. Puis là, tu as une crampe intestinale qui te ramasse en plus. Tout ça en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis installé sur le bol. J'ai soupé en faisant mes devoirs. Les trois en même temps. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Parce que je voulais aller jouer dehors. Au plus calvasse. Alors, jouer dehors, ça fait partie de faire du sport, de bouger. Et puis, dans ces années-là, le Canadien de Montréal était bon. À chaque année, on pouvait aspirer, rêver de soulever le Saint Graal. On pouvait rêver à chaque année. C'est pas le cas maintenant. Je vous comprends. Les jeunes d'aujourd'hui, cette génération qui n'a jamais connu la gloire des glorieux. Les glorieux, on ne peut plus les appeler de même. Mais 21e, 22e Coupe Stanley en 78 et 79, je m'en souviens, avec mon fameux pyjama à pattes, puis de célébrer, d'être heureux, d'être content, d'avoir du fun, parce que notre Canadien de Montréal gagnait toujours. Après ça, il y a eu un petit passage à vide. On a ressoulevé la Coupe en 86 et en 93, et depuis, nada. Mais, quand même, c'était les bonnes années. Et justement, parlant de la Coupe Stanley, parlant de la soirée du hockey, avant d'aller plus loin dans mes anecdotes de la soirée du hockey, on va écouter, si vous le voulez bien, justement, un petit montage que j'ai préparé sur la soirée du hockey. Cette messe de l'époque. La soirée du hockey. D'un océan à l'autre. La soirée du hockey. Et voici maintenant René Le Cavalier. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On assiste ce soir au Forum de Montréal à l'une de ces luttes typiques entre Détroit et Canadiens. Le jeu est excitant au possible. Et voici maintenant Jean-Maurice Bailly et les experts de la Ligue
du Vieux-Poil. La troisième, c'est bien seulement parler. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dernière confrontation ce soir entre les Rangers et les Canadiens du calendrier régulier. Mesdames, messieurs, notre hymne national. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Richard Garneau qui, au nom de toute l'équipe de la soirée du hockey, vous souhaite la bienvenue à cette première confrontation au Colisée entre les Nordiques et les Canadiens. Et là, c'est bloqué. Et quel... Où est la rondelle? Le but est dedans. Et les Nordiques ont emporté à 22 secondes seulement. La joie d'un côté est à son comble et de l'autre, c'est la consternation. Mais finalement, on s'est décidé à s'avancer et chacun se serre la main après cette série durement débattue. La soirée du hockey, elle, célèbre cette année son 40e anniversaire. Voici la mise au jeu. Howe est le premier à toucher à la rondelle. Voici le maire en zone adverse. Passe la rondelle à Richard. Finalement, c'est Lafleur qui reprend, remet à Houle. La passe à Marca. C'est le but! La soirée du hockey. On n'avait pas accès au hockey à chaque match à l'époque, là. C'était un événement, la soirée du hockey. C'était un événement important. Mes parents ont toujours été pratiquants. Et même que moi, mon amour pour la scène, pour la radio, tout ça, ça a quelque part un peu commencé à l'église. J'ai servi la messe, j'ai lu la messe. Pas la messe, mais j'ai fait des lectures. Ouais, j'ai pas lu toute la messe, mais bon, j'ai fait des lectures, j'ai été servant de messe. Et dans le temps, la soirée du hockey, c'était à 20h le samedi soir. Donc, il y avait la messe à 19h à l'église Assomption à Grimby. Ça finissait à 8h moins quart. On sautait dans le char. On se ramassait deux, trois paquets de cartes au dépanneur, un chip, un Vico, puis on allait écouter notre soirée du hockey. J'étais jeune, donc, après 2 périodes, mes parents m'invitaient à aller me coucher, mais au fil du temps, j'ai réussi à écouter le match au complet. Alors, la soirée du hockey, qui en a inspiré tant d'autres, ça nous a amené à jouer au hockey dans la rue, bien sûr. Jouer au hockey dans la rue, c'était une autre affaire. On parlait de jouer dehors. Jouer au hockey dans la rue, je pense que c'est passible d'emprisonnement. Si les jeunes se font ramasser à jouer au hockey dans une rue, là, je pense qu'ils se font embarquer, là, puis ils se ramassent en prison. T'sais, je veux dire, on est rendu là. Ça tape ses nerfs du monde de voir des jeunes jouer au hockey dans la rue, puis je pense qu'il y a des villes au Québec où on ne peut plus faire ça. Mais on l'a fait dans le temps, puis on avait du fun à jouer au hockey dans la rue, puis on incarnait un joueur qui nous faisait triper. Ma première blonde de l'époque, c'est grâce à mes prouesses dans la rue qu'elle a dit « Oh, il se passe de quoi avec ce gars-là? » Oh, oui, ça a l'air de rien aujourd'hui, mais j'ai déjà été pas pire au hockey-ball. J'ai joué au hockey sur glace aussi. Ça a été moins évident, quoique j'ai été le joueur le plus amélioré lors d'une saison en particulier. Mais hockey-ball dans la rue, wow, petite prouesse, ça y allait par là, là. Alors, je jouais à l'avant, c'est là où je préférais jouer, mais quand j'étais dans le filet, il y a un gardien de but que je voulais représenter, et c'était Richard Sévigny. Richard Sévigny est arrivé de nulle part. Richard Sévigny a eu, selon moi, le plus beau masque de gardien de but ever, de tous les temps. Et quand Richard est arrivé, il était bon. C'était un bon gardien de but. Encore aujourd'hui, Richard garde les buts pour les anciens Canadiens à 65, bien sonné. Et puis moi, Richard, je l'ai tellement aimé que, bon, oui, j'étais Richard Sévigny quand j'étais dans le net, dans la rue, mais à un moment donné, au 919 Sport, quand j'étais avec Gilbert Delorme, j'ai voulu le recevoir pour qu'il nous parle de son après-carrière. Ça n'a pas toujours été simple, son après-carrière à Richard Sévigny. Je vous fais entendre l'introduction que j'avais préparée quand on a reçu Richard Sévigny, Gilbert Delorme et moi. Les grands sacrifices et les multiples efforts pour atteindre son objectif. Jouer chez les pros, vivre son rêve. Et puis, la retraite. Que se passe-t-il par la suite? Après carrière. Chapeau. Chapeau, Richard Sévigny. Bravo. Un homme inspirant. Un homme inspirant. Et merci pour les souvenirs.
Ça a été court son passage dans la Ligue nationale, mais moi, ça m'a marqué. Ça en a marqué d'autres. Je sais que Martin Lemay aussi a été marqué par son masque. Martin Lemay, qui est un gardien de but, qui tripe ses gardiens de but, comme vous savez. Et Richard Sévigny, quand on l'a reçu, bien sûr, nous a parlé du fameux Vendredi Saint. Vous savez, le Vendredi Saint, c'est un moment qui a marqué les esprits. Quand le Canadien avait comme principal rival, en fait, la rivalité, puis je pense qu'on ne vivra plus jamais ça. J'ai été chanceux, les gens de mon époque, ma génération, on a été chanceux de pouvoir vivre cette rivalité canadien-nordique. Le Vendredi Saint, ça le dit, c'est le Vendredi Saint. Puis à l'époque, les Vendredis Saints, tu n'avais pas le droit de manger de viande. Mange pas de viande. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au McDo et on mangeait des mecs poissons. Ça a été comme ça pendant quelques années, des mecs poissons pour ne pas manger de Big Mac parce qu'on ne pouvait pas manger de viande le Vendredi Saint. Ça, c'était dans le temps. Et ce match-là, ben, j'ai pas besoin d'en faire la présentation. Tout le monde sait de quoi je parle. Richard Sévigny nous en a parlé du Vendredi Saint quand on l'a reçu. Je pense que c'est important que je vous fasse entendre l'extrait qui suit parce que c'est le Vendredi Saint, mais vu par Richard Sévigny qui était tout près de l'action. Tout près de l'action. Alors, on va écouter ensemble comment Richard Sévigny a vécu le Vendredi Saint. Ici, Nallet qui se jette sur Moller. Sévigny qui est mêlé à tout ça. Sévigny et Malerchuk. Paiement dans les doigts de Robinson et les deux gardiens de but, Sévigny et Malerchuk. Ce serait ridicule d'essayer de décrire tout ça. La caméra cherche à faire voir l'essentiel. Il y a Slager un peu plus loin avec Hamel, deux anciens coéquipiers de l'an dernier. Oh, le coup de poing de Slager vient de knock-outer celui qui s'interposait comme... Et Hamel qui était aux prises avec Slager pendant tout ce temps, et lorsqu'il a laissé prise, Mario demande l'aide du soigneur. Et si j'ai bien vu, Hamel, lui, cherchait à séparer les deux autres. Slager vient de knock-outer Hamel. Toi, Richard Sévigny, ce coup de poing-là, tu l'as vu aux premières loges. Ah, moi, j'étais à peu près à 20 pieds de là. Puis, qu'est-ce que je trouve un petit peu regrettable de ce match-là, c'est que si on vient quelques années en arrière, le Canadien ont fait leur centenaire. Ils ont sorti un coffret DVD de leurs 10 matchs, meilleurs matchs de l'histoire, et ce match-là faisait partie du coffret. C'est un petit peu déplorable. Qu'est-ce que tu en penses de ce Vendredi Saint-là, toi? Moi, je pense que dans le temps, il faut revenir en arrière. Pour les gens qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu, écoute, tu avais la rivalité qui était sur la glace. Tu avais la rivalité qui était derrière le banc. Les journalistes. Même les fans, Gilbert. Par la suite, on a joué tous les deux à Québec. Fait que tu avais cette rivalité-là. Les compagnies de bière. Oui. Fait que tu avais les deux compagnies de bière qui avaient une rivalité. Et tu avais tout l'Est du Québec qui portait le bleu. Tu avais de notre côté qui portait le rouge. Alors, il fallait que ça éclate quelque part. Et il ne faut pas oublier que dans le temps, on était 11-12 Canadiens-Français par équipe. Une chose qui n'existera plus. Même si les Nordiques reviennent, ça n'existera plus. Non. Alors, je pense que la ballonne, elle a gonflé. Puis ce soir-là, ça a pété. Ça a pété. Là, tu t'es retrouvé avec Malerchuk. Avec Clune. Clune n'avait rien à perdre. Moi, j'avais rien à perdre. Fait que on voulait s'impliquer dans le match. On n'était pas sur la feuille. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce match? T'es pas sur la feuille. T'es pas sur la feuille, le match. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce match-là, les Canadiens perdaient 2-0. Et tout s'est produit vers la fin de la deuxième période. Ouais. Et même le cœur des Nordiques n'était pas sur la glace quand ça s'est passé. On se souvient que le cœur des Nordiques, c'était Dale Hunter et compagnie. Ces gars-là n'étaient pas sur la glace. Et quand on est retourné, après le coup de poing de Louis Slager à Jean, on est resté au moins près d'une demi-heure dans notre vestiaire. Puis on savait qu'on était... on était à l'extérieur du match. Là, qu'on était, dans le trouble. Pas nécessairement dans le trouble, mais on faisait plus partie des meubles. Là. Et on s'est retrouvé que tout d'un coup, la sirène du forum sonne. Mais on nous dit pas qui joue plus. Et on se retrouve tous sur la glace. Et là, Nyland cherchait Louis Slager pour venger Jean. C'est sûr. Et moi, je suis parti vers Dale Hunter, qui était le cœur des Nordiques. et là, tout d'un coup, quand je suis parti, je l'ai vu.
Ben, j'ai essayé de donner une bonne droite. Puis tout d'un coup, ça a reparti de plus belle. Oui. Et bon, ben, et là, qu'est-ce qui était plus malheureux pour les Nordiques dans le temps, c'est qu'ils ont perdu les Stachny, ils ont perdu Dale Hunter, ils ont perdu leur noyau. Et finalement, ce match-là, ben, on est revenu en troisième période, on a gagné 5-3. Oui. Mais si on revient en arrière puis on regarde les gens qui auront la chance de revoir le DVD, regardez le nombre d'apparitions que Guy Lafleur a joué en troisième période. Je pense qu'on était 11-12 joueurs sur le banc. Et Guy a peut-être joué 3 fois en troisième période. C'est Jacques Lemaire qui coachait. Hein? On sait que Jacques Lemaire et Guy Lafleur, là, c'est pas l'amour. Fait que non, et durant l'été, ben, je me suis retrouvé à Québec. C'est ça. Comment ça se passe quand tu te retrouves à Québec? Là? Si on se souvient bien, le défunt Marc Simoneau, qui était la personne à la radio là-bas, il dit Richard, on voudrait faire une émission, on s'en va à l'Expo de Québec. On rencontre le bain de foule, puis es-tu prêt? Bah, let's go, on y va. Et il y a un monsieur qui est là qui me pose la première question. Il dit c'est venu? Je dis oui. Et il dit je suis bien content pour toi, tu sois rendu un Nordique, mais il dit pour moi, tu vas toujours rester un joueur du Canadien. Alors, moi, là-bas, je n'étais pas le bienvenu. Et pour les gens de Montréal, j'étais rendu le traître parce que j'avais quitté le navire. Alors, ça nous amène à revivre ce qui s'est passé. Et. Merci encore à Richard Sévigny de s'être prêté au jeu, de nous avoir dit ce qu'il pensait vraiment de ce fameux Vendredi Saint. Le hockey, moi, personnellement, c'est comme tous les jeunes de cette époque, c'était ce qui y avait de plus important dans notre vie. C'était le hockey. C'était ça. C'était le sport. Je vous ramène au début de l'histoire, quand je vous ai parlé du cinéparc avec Rocky 1 en 1976. Rocky 4 fait partie des films qui ont vraiment marqué ma vie. C'est sûr que les puristes vont dire il n'y a pas de scénario dans ce film-là. Vous avez raison, c'est un long vidéoclip d'1h30 dans le fond. T'sais. C'est un enchaînement de scènes avec beaucoup de musique, de séquences d'entraînement. Mais quand tu passes un mauvais moment, tu te mets Rocky 4, puis après ça, tu as le goût de continuer à faire ce que tu as à faire, puis à passer à travers la séquence noire dans laquelle tu es. Donc, Rocky 4, moi, a marqué ma vie, et je dois dire merci à Stallone encore une fois, parce que c'est un film. En fait, il y a 2 films dans ma longue traversée du désert qui a duré une dizaine d'années, là, dont j'ai déjà parlé. Il y a 2 films qui m'ont aidé. Rocky 4 et Le Destin de Will Hunting. Ça, c'est comme 2 films cultes. Et Rocky 4, tu sais, faut le donner à Stallone, là. Moi, je l'ai vu au cinéma des Galeries de Granby, Rocky 4. Et la scène où Apollo Creed, qui fait son fanfaron en arrivant sur le ring contre Ivan Drago, la scène, ben, on va l'écouter. Je pense que on va l'écouter. Arrêtez le combat! Mais jette l'éponge! Jette l'éponge! Jette l'éponge, Rocky! Au tapis. Non, laissez-moi passer. Laissez passer, là. Il est sévèrement touché. Vite, laissez-le respirer. S'il vous plaît, gardez-vous, il fait d'évacuer la peau. Le vainqueur est Ivan Drago. Laissez-moi passer, Apollo. Je reste imbattable. Est-ce que c'est grave? Appelez d'urgence le docteur, vite. Apollo Creed ne bouge plus depuis son chaos. Alors pas de flash, je vous en prie. Il n'y a personne qui me bat. Il est mort? Laissez-nous. C'est la confusion la plus complète ici. On lui secoue la tête, mais Creed reste sans réaction. On dirait qu'il est déjà mort. Bientôt, je les battrai, le vrai champion. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est mort? Restez pas là, vous l'étouffez. Commencé comme une farce d'étudiants, cela se termine par une tragédie. Creed a visiblement pris un très mauvais coup. Mais il est mort ou il est vivant? Remets-toi, allez, remets-toi. S'il meurt, il meurt.
S'il meurt, il meurt. Hey! On voulait tous lui arracher la tête à Ivan Drago, mais il nous aurait sacré une volée, évidemment. Quelle scène! Apollo qui meurt dans le ring. Rocky contre vents et marées. Même contre sa tendre épouse qui ne voulait pas. Adrien ne voulait pas qu'il aille se battre contre le Russe pour venger Apollo. Il était trop vieux. Mais il l'a fait. Et il a terrassé Ivan Drago. Alors ça, même si c'est de la fiction, même si ça n'a pas d'allure, si moi j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. On sait que ça n'a pas d'allure là, que les Russes se mettent à scander le nom de Rocky, un Américain en sol russe. On sait que ça n'a pas d'allure, mais ça fait du bien de savoir que le gentil peut terrasser le pas fin. Moi, ça m'a aidé. Rocky IV, la mort d'Apollo, une scène qui a marqué ma vie. Et finalement, dans nos inspirations, parce que là, vous avez compris que mon père m'a d'abord inspiré. Le Canadien de Montréal, à l'époque, les Glorieux m'ont inspiré. Richard Sévigny m'a inspiré. Sylvester Stallone, Rocky, m'a inspiré. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps parce que des sources d'inspiration, il y en a pas seulement dans le monde du sport. J'en ai ailleurs, mais dans le monde du sport, ça, ce sont les principales sources d'inspiration. Les expos aussi, je pourrais vous parler des expos. Mais ça, on se fera un épisode spécial expo. Les expos, j'ai buzzé, j'ai trippé. D'ailleurs, on ne se parlera pas du stade non plus, mais tu sais, c'est ça. Les Eagles de Philadelphie, finalement. Randall Cunningham, Donovan McNabb, Carson Wentz, Nick Foles. Maintenant, Jalen Hurts, ça, je ne suis pas sûr. Mais ceux que je vous ai nommés, à commencer par Randall Cunningham, m'ont amené à aimer une équipe de football à Philadelphie qui est devenue une passion. Et je vous dirais même qu'à partir de là, fin 80, début 90, le hockey, moi, ça prenait beaucoup moins de place. Je me suis mis à triper pas mal plus sur le football américain et sur les Eagles de Philadelphie. C'était une maladie mentale. D'ailleurs, ça, c'est ma petite gourde là, ici. Là. C'était une maladie mentale à un point tel que je rattachais tout ce qui se passait dans ma vie à ce qui se passait sur le terrain avec les Eagles. Les Eagles perdaient, j'essayais de savoir ce que j'étais pour perdre dans ma semaine. Les Eagles gagnaient, j'essayais de voir ce que j'étais pour gagner dans ma semaine. Quand les Eagles perdaient, le dimanche, je m'en remettais le jeudi. C'était débile. C'était débile. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment, vraiment stupide de rattacher tout ce qui se passait dans ta vie avec une équipe de football et c'est devenu moins maladif. C'est encore mon équipe, ce sera toujours mon équipe. Mais les Eagles m'ont inspiré, m'ont aidé à traverser des moments difficiles aussi parce que tu te rattaches. C'est ça le sport, c'est les émotions. Alors, nos inspirations dans le monde du sport nous amènent à devenir qui on est, nous aident à nous bâtir, à se construire. Là, ça a l'air de rien de même, mais je suis en train de préparer ma première conférence. Je vais devenir coach de vie. Non, mais ça sonne de même. Ça fait terrible. Ça sonne coach de vie. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je ne veux pas être un coach de vie. Mais l'univers singulier de Benoît Roger, c'est ça. Ça va dans toutes les directions. Puis là, c'est un hybride avec ma face, du son. Prochaine étape, juste ma face, pas de son. C'est-à-dire que j'ai un invité déjà pour le prochain épisode. Puis je vous le dis, on va parler de sport. Mais c'est quelqu'un qui a un parcours très, très, très difficile aussi. Puis c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça a déjà été une grosse vedette, gros passage à vide. Il tripe sur le sport, est un fan de BPM Sport. Fait qu'on va jaser ensemble. Il y aura pas de. On va jaser. Comme 95,7% des podcasts, c'est du monde qui jase autour d'une table. On va faire ça. On va essayer. On va voir où ça nous mènera. Pour le moment, je pense qu'elle est prête. Parce que là, moi, j'ai fait le tour de mes inspirations et je veux entendre des inspirations parce que moi, j'ai 52 ans. Les parents de cette jeune femme sont plus jeunes que moi. C'est une collègue de travail que j'ai en haute estime.
je vais vous présenter Amelia McGuire. Amelia, bonjour. Allô, Ben, Big Ben. Big Ben, ouais, c'est ça. Ça a l'air que c'est pas mal ça, hein? Benny. Benny, Benny, ça j'aime ça. Benny. Moi, là, dans mes sources d'inspiration, pour les gens qui écoutent le podcast depuis le début, là, je vais te le répéter, mon papa, parce qu'il a couru 5 marathons, puis c'est un gars qui s'entraîne encore. Aujourd'hui, à 74 ans, il va encore au gym 3 fois par semaine. Avec mon papa m'a inspiré. Après ça, ben, j'ai eu Rocky, nul autre. Le Canadien de Montréal, bien sûr, à l'époque où on les appelait les Glorieux. Richard Sévigny, qui a été gardien de but pour le Canadien, qui a eu le plus beau masque de tous les temps. Et les Eagles de Philadelphie. Je pense que tu commences à le savoir. Là, je veux savoir, toi, tu as 21 ans, tu es une jeune femme, tu as commencé ta vie, mais bon, disons qu'on a 30 ans à peu près de différence. Qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui t'a amené à être la femme que tu es aujourd'hui? Bon, moi, ma plus grande source d'inspiration, ben, c'est ma mère. Toi, c'est ton père. Moi, c'est ma mère. Depuis que je suis jeune, elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Elle est là pour moi. Puis c'est la plus grande inspiration de courage, un modèle de résilience, de persévérance. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce qu'elle a pas fait des choses qu'elle aurait aimé faire dans sa vie. Donc moi, je veux tout le temps faire ce que je veux. Je veux être tout le temps là. Mais dans le sport, je pense que... Attends un petit peu. Je t'interromps, parce que je sais que ta maman, tu en as parlé dans l'épisode précédent. Pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode 2, puis là, tu nous parles de ta maman qui t'inspire parce qu'elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle aurait voulu faire. Raconte-nous brièvement ce qui fait en sorte que ta maman ne peut pas nécessairement réaliser tous ses rêves. Ben, ma mère est atteinte de la fibromyalgie, qui est une maladie chronique, donc elle ne travaille plus depuis 4 ans. Mais même avant son diagnostic, elle a eu une vie houleuse. Elle a passé à travers de plein d'épreuves que je peux pas croire qu'un humain peut passer au travers. Donc, de la côtoyer à tous les jours, puis de voir sa force de caractère, ben moi, ça m'inspire. Mais si on parle dans le sport, parce que moi, je suis vraiment allée là-dedans, puis je veux que ça soit joyeux, puis je veux parler de belles histoires. Mais en même temps, je sais que tu pars de Sainte-Sophie chaque jour pour venir travailler ici. Tu prends le train, tu prends le métro, tu marches. Tu es une jeune femme déterminée, puis ça, comme tu viens de nous le dire, c'est en grande partie grâce à ta maman. Oui, exactement. Okay. Mais pour le sport... Mais pour le sport! Ouais, allons-y donc dans le sport! Dans le journaliste, évidemment, je suis une fille. Je regardais RDS. Moi, quand j'étais jeune, je regardais RDS. Je regardais pas Toupie et Binou quand j'avais 4-5 ans. Je regardais Sport 30. Toupie et Binou? Non. Je pourrais t'appeler Binou, ça. Benny Binou. Binou, j'aime ça. Benny Binou, j'adore. Mais je regardais pas ces émissions-là. Je regardais Sport 30 avec Chantal Maccabé. C'est sûr, je suis une fille dans le sport. Donc, Chantal, elle a inspiré... c'est pas juste moi qui l'a inspiré, elle a pavé la voie pour plein de filles dans le sport. Puis je fais partie de ceux-là. Je me souviens, j'écrivais des lettres. Moi, j'habitais comme à Val-d'Or, en Abitibi. Fait que j'allais jamais à Montréal voir le Canadien. Fait que j'écrivais des lettres à Chantal. J'ai jamais eu de réponse. J'en tiens pas rigueur. Mais c'est la personne qui m'inspire le plus côté carrière, parce que c'est une journaliste. Puis maintenant, elle est avec le Canadien. Donc, elle a vraiment monté elle a encore, même quand elle était une journaliste établie, elle a encore monté les échelons. Donc, pour moi... c'est la personne qui m'inspire le plus dans ma carrière, puis que je regarde, puis là, je vois d'autres femmes, je vois plein de gens, je vois Andréane Barbeau de RDS aussi qui continue. Ouais. Donc, pour moi, Chantal, c'est la personne qui m'inspire le plus, ouais. Chantal, c'est une amie, puis on va t'arranger de quoi. Okay. Ouais, mais je l'ai déjà vue. Tu l'as déjà rencontré, oui, je le sais, mais OK, à suivre. Amelia McGuire, continue de nous inspirer, parce que tu as un beau petit rayon de soleil ici à la station, tu travailles super bien, tout le monde t'adore. Merci beaucoup. Merci Ben, puis je voulais terminer parce que je vais pas te lancer des fleurs à ton propre podcast, mais je pense que la vie devient plate quand on n'est pas inspiré par les gens qui nous entourent, puis t'en fais partie, Ben, fait que je voulais terminer comme ça, là. Merci. Yes. Merci. Là, tu vas croiser un colosse. Un colosse qui s'en vient dans quelques instants, parce qu'évidemment, Big Ben est un gourmand. Et un épisode de l'univers singulier de Benoît Roger, sans une recette, ça manquerait d'épices. Alors, le colosse, Chef Roger, Crazy Chef, dans quelques instants. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés.
Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Non, c'est parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la séquence à l'église. Parce que mes parents, très croyants, m'ont amené à la messe. Et je pourrais te réciter des psaumes, j'ai fait des lectures, j'ai servi la messe, j'ai fait du théâtre biblique. Oui, oui, j'ai interprété Jésus-Christ. J'étais plus mince. J'avais les cheveux longs. C'était un beau Jésus. Hein? Mais j'avais commencé avec l'agneau de Dieu qui prend nos péchés parce que tu fais partie des péchés que je consomme chaque jour. Non pas toi en tant que personne. Ouais. Mais la nourriture! Chef Roger, Crazy Chef, salut. Salut mon Ben, ça va? Ben oui, ça va bien. Nos inspirations, t'as entendu Amélia, t'as entendu évidemment ce qui a parsemé mon parcours. Inspirations qui nous ont forgés, qui ont fait en sorte qu'on est devenu qui on est à travers le sport. Puis là, toi, tu nous as concocté un menu qui t'inspire, toi, là, tu sais, qui t'amène dans tes retranchements positifs. Oui, ben en fait, c'est une recette que j'ai appris à mes tout débuts de mon mentor qui m'a formé. Puis c'est probablement la seule de ces recettes que j'ai traînées pendant une bonne partie de ma carrière. Fait que quand tu m'avais dit ça, un peu inspiration, hommage, j'avais dit c'est probablement là, la recette que j'ai traînée le plus longtemps dans ma carrière, qui vient de la personne à qui j'ai toujours dit là, que je devais, somme toute, l'entité de ma carrière, là, qui m'avait... C'est qui ça? Monsieur Chef Pierre Boileau, qui est aujourd'hui à la retraite. Ben, qui a eu une carrière fantastique là, à travers la planète et pour qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années. Donc, je devais beaucoup là, à cet homme-là. Alors, quand j'ai eu à faire cette décision-là, j'ai fait comme, ouais, je pense que c'est décidément quelque chose de tout simple, mais que j'ai eu tout le long de mon parcours, en le fond. Alors, Chef Boileau t'a inspiré cette recette que tu amènes, que tu trimballes partout dans ta vie. Et quelle est donc cette recette c'est quelque chose qui devrait te plaire parce qu'il y a du fromage bleu et je sais que tu es un fan. Alors là, j'ai dit, on va frapper fort. Oui! Et voilà. Alors, pourquoi pas? Alors, c'est les pâtes au fromage bleu et escargot. Ah! Escargot! Et escargot. Ah, je viens fou. Et voilà. Tu veux? Non, je crève mes os en direct. Ben, c'est bon, ça. Là! Une chance qu'on a des preuves. Va chercher un mop, tapageur. Tapageur, va chercher la mop. Les os sont crevés. Wow! Vas-y, je t'écoute. Alors là, c'est tout simple. Alors, ce qu'on fait, de l'oignon vert, de l'échalote, un petit peu d'ail. On fait suer ça dans de l'huile d'olive. On avait préalablement ouvert là, les escargots en conserve qu'on avait fait tremper, parce que c'est important là, de... C'est quoi ça, quand il faut que tu fais tremper tes escargots? Ouais, pour essayer d'enlever, il y a tout le temps toutes sortes de petites choses que quand c'est mis en conserve, là, pour que ça se conserve, fait qu'on veut nettoyer ça puis avoir des beaux escargots là, qui goûtent pas les produits, donc... On les fait rincer au préalable. Ils goûtent pas les produits. Ben, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, les conserves, honnêtement. Là, je vais être bien honnête avec toi, mais je sais que... Tu rinces ça, OK. Tu rinces ça, comme un grand garçon. OK. Une fois que tes escargots sont tous là, bien rincés, bien égouttés, une fois que ça a été sué un peu, on envoie les escargots, on fait sauter un petit peu là, avec le mélange d'oignons, échalotes, ail. Quand c'est sur le bord là, d'être juste bien tout est caramélisé, on déglace avec un petit peu de vin blanc, on réduit à sec, soigne ta crème là-dedans. Après ça, tu fais un beau bouillon quand la crème est arrivée. Quelle crème tu veux mettre là-dedans? La crème épaisse. On va mettre de la crème 35. La 35? La 35. Ah ouais! La 35, si jamais il faut... On fait tous attention à notre petit cœur parce qu'on veut pouvoir en manger le plus longtemps possible. Oui. Il se fait de la crème 15% champêtre. C'est un petit peu moins gras, ça va être tout aussi délicieux. C'est 20% de moins. Ben, c'est 20% de moins. Je te disais que c'est pas juste un petit peu. C'est ça, c'est un petit peu. Puis, c'est ça. Une fois que tu as atteint là, une ébullition, tu commences à mettre tes petits morceaux de fromage bleu. Si je peux te recommander un fromage bleu, le bleu Élisabeth, là, Bien de sûr. Sainte-Élisabeth de Warwick, oui. dans le centre du Québec. Oui. Un très, très beau produit. Ah. Et c'est une très bonne façon de commencer à manger du fromage bleu, parce que c'est sûr que si tu n'as jamais mangé de fromage bleu, que tu prends un morceau comme ça directement dans la bouche, si tu n'as pas le palais habitué, ça se peut que tu tweaks un peu et que c'est pas chic. Là. Peux-tu croire que je mange ça au déjeuner, moi? Pas sur une toast, là. Je me fais, mettons, une toast au croton avec un morceau de bleu, là. Je mange ça direct au déjeuner. Moi, je suis fou de même. Ben, ça devrait te plaire. D'après moi, ça devrait te plaire. Continue. Fait que tu mets ton bleu, comme je te dis, probablement, si tu peux y aller avec tu mets ça à brique au complet? Ben, tu t'en mets autant que tu veux en manger. C'est sûr qu'à un moment donné, tu baisses un peu le feu, tu mélanges ça, ça fait cuire tes pâtes dans un rond à côté. Moi, je préfère les pâtes longues, mais si tu veux y aller avec des pâtes courtes, tu y vas avec ce qui te plaît, ça change rien. Envoie tes pâtes là-dedans. Fais ça bien brouillé. Quand toutes tes pâtes sont côté, tu les enlèves, tu mets ça dans ton bol. Si tu vas avoir une petite finale, là,
un peu fancy, là, tu sais. Tu mets de la petite ciboulette ciselée sur le dessus, un petit coup de moulin de poivre. That's it, c'est merveilleux. Tout le monde va aimer. C'est pas trop fort et c'est une belle façon d'apprécier le fromage bleu. Et on en fait des très bons au Québec. Donc, n'hésitez pas à choisir votre fromage bleu du Québec favori. Tu me rends tellement heureux. Quelle belle recette. Alors, des pâtes au bleu et aux escargots. Exactement. C'est écœurant. Alors, pour retrouver cette recette, somme toute assez simple, pour la retrouver, si jamais vous en avez perdu des bouts, Crazy Chef. Le Crazy Chef sur les médias sociaux, on va voir photos ainsi que toute la recette avec toutes les démarches là, pour pouvoir faire ça tout le monde à la maison. Et n'oubliez pas, vous avez des grosses semaines en famille, pas beaucoup de temps pour cuisiner. Chef Maison sur les réseaux sociaux, Chef Maison, 75$. 75$, un forfait familial, 5 jours livré directement à votre porte. On entend que c'est une farce, là. Alors, c'est tout un bonhomme, ce chef Roger. Merci à Pag, à la réalisation, aux acrobaties pour cet épisode 3 de l'univers singulier de Benoît Roger, épisode hybride, s'il en est un. On verra où ça nous mènera. Merci à Amelia McGuire également, qui est venue nous partager ses passions, en fait, ses inspirations qui ont forgé la femme qu'elle est devenue. Merci, Crazy Chef. Merci à toi, Ben. Et surtout, merci à vous tous et toutes de faire l'écoute et de propager la bonne nouvelle. On avait 5000 écoutes pour les 2 premiers épisodes. Objectif, après ce 3e épisode, 2,5 millions d'écoutes. Merci beaucoup de partager la bonne nouvelle. On finit ça avec un agneau de Dieu. On ne t'en connaît pas. Hein? Non, j'en connais pas mal, pas celle-là. Salut!